Bonjour, je suis honoré de participer aux deuxièmes journées d'ophtalmologie de l'hôpital de Béjaïa. Je remercie les organisateurs et à leur tête le professeur Ikhlaf et je suis désolé de ne pas pouvoir participer physiquement pour des raisons de santé familiale. Je suis représentant local de fabricants de lentilles sclérales. Comme vous le savez tous, nous avons un manque en greffons et quand on suit un kératocone à un stade avancé, il finit par faire un eye drops. Et avant 2015, le seul traitement qu'on pratiquait, c'était les traitements médicaux. Entre 2015 et 2016, nous avons commencé à traiter les eye drops cornéens avec injection de bulles d'air en chambre antérieure. Les premiers patients ont malheureusement fait presque tous une crise de glaucome aigu à angle fermé avec des douleurs importantes, des signes généraux, des nausées, des vomissements, des céphalées. Et nous avons dû les reprendre quelques heures après pour réduire la taille de la bulle d'air et faire une iridectomie périphérique qu'on a ajoutée systématiquement pour les prochains patients lorsqu'on injecte une bulle d'air. En 2016, on a commencé à placer des sutures cornéennes profondes pour colmater ou rapprocher les berges de la brèche endothéliodysmétique et on ajoute même la brèche de la DUA pour traiter les drops. On voit sur cette belle image exceptionnelle qu'on a la bulle d'air en chambre antérieure, mais une partie de la bulle d'air, elle fait hernie dans le stroma cornéen et il nous désigne parfaitement bien les dimensions et l'orientation de la brèche. Et donc, dans ce cas exceptionnel, on peut placer les sutures et ils sont bien orientés grâce à cette bulle d'air qui fait hernie dans le stroma cornéen. Et c'est à partir de 2020 qu'on a décidé de ne plus faire la bulle d'air parce qu'on voit qu'elle n'est pas indispensable et qu'il suffit juste de placer des sutures cornéennes profondes bien orientées pour avoir une bonne évolution de l'eye drops cornéen. Le but de cette étude est d'évaluer l'efficacité des sutures cornéennes profondes orientées par OCT préopératoire dans la prise en charge de l'eye drops cornéen. Entre juillet 2021 et novembre 2022, nous avons colligé 22 yeux de 22 patients présentant au centre Ibn Haytham avec eye drops cornéen aigu. Et on a utilisé le test T de Student comme moyen statistique. On réalise un OCT de la cornée centré sur l'eye drops et il faut savoir que l'eye drops n'est pas toujours centré au centre de la cornée, il peut être décentré en inférieur et donc on demande au manipulateur de réaliser la coupe OCT qui est centrée sur l'eye drops, sur l'opacité cornéenne. Une fois l'OCT réalisé, on examine les images et on recherche la meilleure image qui donne la meilleure visibilité de la coupe, de la déchirure endothéliodysmétique ou de la DUA. Et dans ce cas, on va orienter notre suture selon cette coupe. Dans ce cas, par exemple, vous voyez que l'eye drops est décentré vers le bas. On a réalisé des coupes en étoile et on voit que c'est la coupe horizontale qui montre bien la brèche endothéliodysmétique et donc on va décider qu'au bloc opératoire, on va mettre les sutures horizontalement en suivant la coupe OCT. Les sutures sont réalisées sous anesthésie topique, sauf en cas de patients non coopérants, surtout les patients trisomiques. Les sutures sont bien tendues et ils sont espacés d'environ 1 mm. Le nombre de sutures dépend de la taille de la déchirure qui est évaluée à l'OCT préopératoire. On ne réalise pas d'injection d'air et on fait un OCT de contrôle à 1 semaine après la chirurgie. Dans cette étude, nous considérons un succès lorsque le patient arrive à avoir au moins 5 sur 10 à 1 mois post-opératoire avec une lentille sclérale. La moyenne d'âge est de 27 ans. Les 3/4 des patients étaient des vrais kératocones et 1/4 étaient de véritables dégénérescences pellucides marginales. Et nous définissons une dégénérescence pellucide marginale comme une ectasie cornéenne avec un amincissement cornéen qui est proche d'une limbe et très périphérique.
Aussi, nous avons remarqué que le succès n'a pas une relation avec l'âge. Ça veut dire que en cas de succès ou en cas d'échec, l'âge n'intervient pas. Et la dernière remarque qui est très importante est que le patient kératochronique va développer son hydrops vers l'âge de 22 ans, alors que le patient avec dégénérescence spécifique marginale va développer l'hydrops beaucoup plus tardivement, vers 37 ans, avec une différence significative. Et nous croyons fortement que ces deux entités sont des pathologies différentes, aussi bien sur le plan clinique que sur le plan évolution. 40% des patients avec hydrops venus en consultation sont jamais portés de lentilles de contact, et 60% portaient principalement des lentilles sclérales, mais aussi des lentilles rigides cornéennes, et avec une prédominance masculine retrouvée dans des études dans la littérature. La majorité des patients ont été examinés et pris en charge dans la première semaine avec de très bons résultats. Certains patients ont consulté tardivement, et c'est là où on voit le nombre plus important d'échecs. Donc on a eu 19 bons résultats et 3 échecs. Dans 2 cas sur 3, la suture était horizontale, et dans un tiers des cas, la suture était oblique. Nous avons besoin généralement de mettre 3 sutures dans la majorité des cas pour fermer la brèche. Très souvent, le lendemain post-opératoire, on a une cornée qui a retrouvé une grande partie de sa transparence, avec une réduction importante de l'œdème de cornée. À l'OCT, réalisé à une semaine, nous constatons une nette régression de la pachymétrie, et dans les cas où l'évolution est favorable. L'hydrops cornéen est une complication des ectasies cornéennes, que ce soit un kératocone, une dégénérescence pellucide marginale, un kératoglobe ou une ectasie post-lasique. Sur le plan physiopathologique, il y a une rupture de la membrane de Descemet, plus ou moins de la couche de Duor, et ça entraîne un large œdème de cornée parce que l'humeur aqueuse pénètre dans le stroma cornéen, elle inonde le stroma et arrive même jusqu'à l'épithélium, avec apparition de bulles épithéliales qui, lorsqu'elle éclate, entraîne des douleurs et une photophobie, un larmoiement, avec une baisse de vue bien sûr. La majorité des hydrops évoluent favorablement sur plusieurs mois, avec l'apparition d'une cicatrice cornéenne qui touche le stroma et parfois avec des complications comme la perforation ou l'infection. La présence d'une opacité cornéenne centrale peut être responsable d'une baisse de vue et poser l'indication d'une greffe de cornée, et celle-ci est d'autant plus difficile sur une cornée qui a eu un hydrops. Une prise en charge chirurgicale rapide peut entraîner une réduction rapide des symptômes et voir l'amélioration de l'état de la cornée et de sa transparence. On peut traiter l'hydrops cornéen chirurgicalement, soit par injection d'air, soit par des sutures cornéennes profondes. Je préfère le terme de suture cornéenne profonde que de suture prédesmétique. Pour dire que c'est une suture prédesmétique, il faut avoir un OCT péropératoire. Là, en sachant que la membrane de Descemet souvent elle flotte en chambre antérieure. Et donc je préfère le terme de suture cornéenne profonde, et on peut même réaliser une mini DMEC pour traiter un hydrops cornéen. Je vous montre ici un cas d'un hydrops cornéen sur dégénérescence pellucide marginale. Et voici le même patient à J1 post-opératoire avec une injection d'air et suture cornéenne profonde. Regardez comment la cornée retrouve sa transparence et l'hydrops a quasiment disparu. C'est le même patient avec une image 3/4 et profil. À un certain moment, on s'est dit pourquoi ne pas remplacer les sutures par une lentille de contact plate qui va pousser toute la cornée vers la bulle d'air, et comme ça la cornée sera prise en sandwich et elle va s'éclaircir. Mais ça n'a pas marché. Donc, vous voyez ici un patient à J1 post-opératoire. On lui a fait une bulle d'air et on a placé une lentille sclérale très très plate pour pousser la cornée vers la bulle d'air, et comme ça on pensait que l'œdème
l'hydrops va guérir, mais ça n'a pas marché. Et donc, nous pensons que les sutures cornéennes sont obligatoires. Elles vont créer un tunnel qui va permettre l'humeur aqueuse de s'échapper et de sortir du stroma cornéen. Voici le même patient, juste avec des sutures cornéennes, et vous voyez comment la cornée a retrouvé partiellement sa transparence. Et donc nous pensons que les sutures, en plus, le fait qu'elles rapprochent les berges de la brèche endothéliodesmétique, elles créent des tunnels qui vont laisser l'humeur aqueuse sortir à travers du stroma vers l'extérieur et aider à la réapparition de la transparence cornéenne. Pourquoi nous n'aimons pas trop la bulle d'air? Parce que parfois, lorsqu'on finit les sutures et lorsqu'on veut injecter à la fin la bulle d'air, on a certaines sutures qui cassent sous la pression de l'air. Et en plus, on a parlé tout à l'heure des cas de glaucome aigu à angle fermé par blocage pupillaire inverse dû à la bulle d'air. On est d'accord que les sutures cornéennes sont indispensables pour traiter l'hydrops cornéen, mais par exemple dans ce patient, on a mis les sutures de manière horizontale. Certes, la majorité des ruptures sont verticales et donc une suture horizontale permet de bien fermer la brèche, mais pour ce patient particulier, les sutures horizontales placées à l'aveugle, vous voyez son OCT à J1 post-opératoire, ça n'a rien donné. En fait, ce patient avait une rupture horizontale et donc il fallait mettre des sutures verticales. Et une fois qu'on a mis les sutures verticalement, après avoir enlevé les sutures horizontales, la cornée a retrouvé sa transparence. D'où l'intérêt de l'OCT préopératoire. Dans des cas exceptionnels, comme dans cette hydrops énorme, on ne voit pas les détails de la brèche et dans ce cas, on se sert de l'UBM pour bien voir l'orientation de la brèche. Comme ça, on mettra la suture dans le bon sens pour fermer la brèche endothéliodesmétique. En conclusion, nous pensons que l'utilisation de l'OCT préopératoire pour bien évaluer le sens de la rupture desmétique, pour mettre au bloc les sutures de manière efficace, est un moyen indispensable dans l'évaluation de l'hydrops cornéen. Aussi que la prise en charge de l'hydrops cornéen doit être précoce. Nous avons vu que les échecs sont dus principalement à une consultation et une prise en charge tardive. Donc il faut rapidement, dans la semaine, opérer un hydrops cornéen par des sutures cornéennes profondes orientées par OCT préopératoire. Nous avons aussi vu qu'il y a une différence entre l'évolution de l'hydrops et de la dégénérescence spécifique marginale, et nous ajouterons même du kératoglobe. Certes, le kératocone généralement n'évolue pas après un certain âge, 25 ans ou 30 ans, mais nous avons vu des dégénérescences spécifiques marginales qui évoluent même après 40 ans et qui peuvent faire des hydrops même à 50 ans. Et donc, un intérêt thérapeutique, le cross-linking. On ne va pas poser l'indication d'un cross-linking de la même manière lorsqu'on est en face d'une dégénérescence spécifique marginale par rapport au kératocone. La dégénérescence spécifique marginale, c'est une maladie qui évolue même après 30 ans, même après 40 ans, et certains auteurs pensent qu'il faut la cross-linker dès le diagnostic de cette maladie. On a vu aussi que le port de lentilles de contact ne constitue pas un facteur de risque de l'évolution de l'hydrops cornéen, et il faut donc mettre ces sutures rapidement. C'est un geste simple qui peut sauver la cornée et qui peut éviter une greffe de cornée. Merci pour votre attention et je remercie toute l'équipe avec qui je travaille à Ibn al-Haytham Center.